Les Ivoiriens vivant en Algérie souhaitent plus de facilité dans l'établissement de leur visa. Les étudiants, eux, plaident pour un appui plus poussé des bourses d'études, des doléances qu'ils ont présentées mercredi aux officiels ivoiriens à la faveur de la visite du président dans le pays. La communauté Abouré, population du sud-est de la Côte d'Ivoire, commémore le 25e anniversaire du règne de Sa Majesté Nanankanga Assoumou sur le trône du royaume de Moossou à Grand Bassam. L'événement est marqué par des festivités depuis le début de la semaine. Il a accueilli aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO travaillent à renforcer l'intégration africaine. Pour y arriver, plusieurs normes sont élaborées dans divers secteurs. En ce moment, des experts ivoiriens travaillent à l'élaboration de normes dans le secteur du tourisme, l'éclairage, dans ce journal. Et puis, à l'étranger, la triste fin du milieu de terrain camerounais, Patrick Ekeng. Il a été frappé d'une crise cardiaque fatale hier sur le terrain du stade du Dynamo Bucarest. Lors d'un match du championnat de Roumanie, il s'est écroulé soudainement, 7 minutes après son entrée sur la pelouse. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. C'est samedi aujourd'hui, vous aurez donc votre page culture. Ce soir, on parle cinéma et on s'intéresse à un long métrage. Le titre, Sans regret, c'est un film réalisé par Jacques Trabi. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'acteur principal du film avec nous, Michel Boïri. Gaston, c'est votre nom dans ce long métrage sur lequel nous reviendrons. Ce sera évidemment dans la page culture à suivre maintenant dans une demi-heure. Tout d'abord, ce soir, cette rencontre entre la communauté ivoirienne vivant en Algérie et le représentant du chef de l'État, c'était à l'occasion de la visite du président de la République à Alger. C'est le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui a représenté le président Ouattara à cette entrevue. Les Ivoiriens d'Algérie ont évoqué plusieurs doléances portant notamment sur des problèmes de visa et des bourses d'études. De retour d'Alger, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Alger ce mercredi, il est environ 20h localement, soit une heure de moins à Abidjan, quand des ressortissants ivoiriens résidant en Algérie se retrouvent sur le lieu choisi en vue d'une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de sa visite d'État dans leur pays hôte. Rencontre tant attendue, tant ils entendent en profiter pour faire partager au chef de l'État leurs préoccupations. Préoccupations au nombre desquelles des problèmes de passeport et la question de la bourse pour ce qui concerne des étudiants. Réagissant à ces problèmes, le représentant du président de la République rassure. Selon le ministre Ali Koulibaly, l'un des soucis majeurs du président de la République est de travailler à s'occuper du bonheur et de l'épanouissement de tous les Ivoiriens, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou hors du pays. Je suis là pour vous dire que le président de la République est à l'écoute de tout le monde. Et le président de la République ne fait pas de différence entre les Ivoiriens du dedans et ceux du dehors. Je puis vous assurer que le président Ouattara examinera toutes les doléances que vous avez formulées, notamment celles relatives à l'appui qu'il faut apporter aux étudiants bénéficiant d'une bourse allouée par l'Algérie. Rencontre qui s'est soldée par l'offre d'une somme de 10 000 $ aux ressortissants ivoiriens en Algérie. Un premier geste du président de la République, Alassane Ouattara, en attendant de réunir tous les moyens pour les aider à venir à bout de leurs problèmes respectifs. L'Algérie compte sur son sol environ 1500 Ivoiriens, parmi lesquels plus de 200 étudiants. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO travaillent à renforcer l'intégration africaine. Pour y arriver, plusieurs normes sont élaborées dans divers secteurs. En ce moment, des experts ivoiriens travaillent à l'élaboration de normes dans le secteur du tourisme. L'éclairage est signé Francis Boifo. L'élaboration des normes suit plusieurs étapes. Illustration avec l'ATK. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a une norme sur l'ATK. Les données scientifiques de tous les centres de recherche, des études qui ont été effectuées, les analyses en laboratoire. Donc on a réuni au sein de ces commissions-là l'ensemble de toutes les parties intéressées, c'est-à-dire des producteurs, les organismes scientifiques et tous ceux qui ont la connaissance sur ce sujet-là, pour sortir une norme tout à fait acceptable. Dans l'espace CEDEAO plus la Mauritanie, la Côte d'Ivoire abrite 2 secrétariats techniques chargés d'élaborer des normes harmonisées dans les domaines de l'électronique et du tourisme. Nous avons aujourd'hui permis d'harmoniser 24 normes
au sein de la CEDEAO. Ces normes-là portent essentiellement sur les produits d'éclairage qui sont assez classiques, des produits électrodomestiques. Pour ce qui est du tourisme, vous avez les questions relatives au classement des hôtels, les questions relatives à la restauration, les services du tourisme, c'est multiple. Donc toutes ces questions-là, pour l'instant, c'est 11 normes qui sont en enquête publique. Pour renforcer les capacités techniques des deux secrétariats, la CEDEAO vient d'offrir du matériel informatique de plus de 6 millions de francs CFA. Ce qui va aider la Côte d'Ivoire dans sa politique de promotion de la qualité. Cet aspect qualité est pris en compte dans tous les programmes que nous développons. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, la CEDEAO vient encore une fois de plus nous appuyer. Le projet d'harmonisation des normes dans l'espace communautaire est financé par l'Union européenne à hauteur de 7 milliards 900 millions de francs CFA pour une durée de 4 ans et demi. On en vient à cette interrogation. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny sera-t-il privatisé? Ce qui est sûr, c'est que la rumeur de privatisation de l'INPHB est de plus en plus persistante. La responsable de l'Institut rompt le silence et rassure. Pas question de privatisation de l'école d'élite. Ils admettent en retour la nécessité d'une réforme du statut de l'Institut. Les explications de Michel Digré. C'est sur la toile que la rumeur de la privatisation de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a commencé à alimenter les débats, suscitant parfois de vives réactions. C'est vraiment triste, c'est dommage. Mais sur les sites de l'INPHB à Yamoussoukro, la vie suit son cours normal. Les responsables sont même surpris par cette information. Au niveau de ma connaissance du projet, il n'a jamais été question à l'État de Côte d'Ivoire de vendre l'INPHB que vous avez sous les yeux. Même son de cloche à l'antenne de l'INPHB de Cocody Danga. Je ne sais pas où les personnes ont tiré ces informations, mais personne ne veut privatiser l'INPHB. On nous a demandé en tant que comité de réfléchir sur un meilleur fonctionnement de l'école, de l'Institut. C'est ce que nous avons fait. À l'issue des réflexions du comité de pilotage des réformes, il ressort toutefois que le statut d'établissement public de l'INPHB plombe la redynamisation de l'Institut. Ça ne s'y est plus du tout. On ne peut pas, avec la démographie que nous avons, former autant d'ingénieurs et de techniciens dans ces écoles-là en étant EPN. Ça ne s'y est pas. Parce que la liberté, la possibilité de mouvement, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan financier, n'est pas admis. Le comité de pilotage des réformes de l'INPHB recommande donc un nouveau statut pour l'école, celui d'association sans but lucratif. On considère que l'INPHB, son domaine, c'est des activités académiques et qu'il n'y a pas lieu de chercher de l'argent, mais de répondre aux besoins de l'économie et de la société en Côte d'Ivoire. Donc une association, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des associés. Ce n'est pas des actionnaires qui détiennent des parts dans une société et qui attendent les dividendes à la fin. L'association ne doit pas faire de profit et elle se comporte comme si elle poursuit les mêmes objectifs de mission de service public. Mais les préoccupations des internautes sur les réseaux sociaux restent les conditions d'accès à l'INPHB si ce nouveau statut venait à être approuvé par les autorités gouvernementales. Maintenant, on n'ira plus à l'INPHB parce qu'on est intelligent, mais parce que papa a l'argent. Pourquoi vous voulez qu'on parle d'argent dans un système comme ça? Aujourd'hui, pour aller à l'INP, c'est la compétence, la qualité du bac que vous aviez. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Donc pourquoi voulez-vous que demain ça change? C'est pas parce qu'on aura fait une INP plus performante, plus fonctionnelle, que subitement, ceux qui n'ont pas de parents riches ne pourront pas y entrer. C'est en mars 2015 que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris l'initiative de la mise sur pied d'un comité de pilotage des réformes de l'INPHB. Pour redonner un nouveau souffle à l'Institut, ce comité a pour mission de proposer des tests relatifs au statut, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de l'INPHB.
Direction maintenant le nord du pays et sachez que c'est la période de la mangue fraîche en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit 180 000 tonnes de mangue et en exporte 10 000 tonnes. Les pertes oscillent entre 30% et 40%. Justement, pour limiter ces pertes, des séchoirs ont été acquis et installés en 2015 à Korogo, Ferké, Bundiali, des zones de production abondantes de mangue fraîche. C'est un dossier de Francis Boifo. La mangue fraîche, troisième fruit exporté par la Côte d'Ivoire avec une production annuelle de 200 000 tonnes en 2014. Troisième spéculation après le coton et l'anacarde pour les populations du Nord. Elles produisent beaucoup mais vendent peu et pour cause. Chaque campagne dure maximum 3 mois et en 3 mois, on perd beaucoup de mangue. Plus de 40% de la production est perdue sous les manguiers, c'est de la pourriture. Pour réduire les pertes post-récolte, résoudre le problème de la mévente de la mangue, 3 unités de production de la mangue séchée ont été installées au nord de la Côte d'Ivoire. C'est un projet initié par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et financé par le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO-WAP et la Banque mondiale. Coût des unités de production, environ 100 millions de francs CFA. Chaque unité peut produire jusqu'à 15 tonnes par saison, environ 4 mois. Donc on a une capacité d'environ 50 tonnes. Sur les 200 000 tonnes que produit la Côte d'Ivoire en mangue, vous voyez qu'il y a de la place pour faire vraiment un travail très intéressant. Premier bénéficiaire du projet de production de la mangue séchée, les producteurs du Nord. La zone fournit 90% des mangues exportées. Je partais à Abidjan avant, mais on m'a dit qu'il y a une usine ici, eux ils payent mangue. Le chargement à Abidjan, on fait une semaine. Quand tu envoies ici, là, c'est bon plus que pour Abidjan. Vraiment, ça va. Avec l'usine, on s'en sort. On n'a plus de mangue pourrie sous les manguiers. En plus des 3 unités installées par le gouvernement à Ferké-Sédougou, Bundiali et Korogo dans le cadre du projet pilote, 2 autres entreprises ont été créées par des privés. Soit au total 5 structures de production de mangue séchée. Mais les producteurs en demandent davantage. 2 unités ou 3 unités, ce sera encore mieux. Étant donné la quantité de production que nous avons, il serait bien que nous fassions peut-être le nectar de mangue, la confiture de mangue, pourquoi pas le jus de mangue. Alors si nous avons tout cela, en plus de la mangue séchée, vous allez voir que la mangue va manquer et ça va inciter davantage beaucoup de producteurs. D'où l'appel des responsables du FIRCA aux opérateurs économiques. Toutes ces actions que le FIRCA a menées à travers donc, le PPAO-WAP, c'était de montrer aux opérateurs du secteur privé qu'il y avait une possibilité pour une quantité importante de mangue d'être transformée. Donc un message est lancé aux opérateurs pour pouvoir prendre le relais de cette action pilote qui a été menée. Autre défi majeur, les déchets générés par la transformation de la mangue et surtout la lutte contre les insectes ravageurs. Ces insectes sont responsables des pertes enregistrées durant la production. La Côte d'Ivoire a été même sous menace les années passées d'embargo de notre mangue suite aux différentes apparitions de ces mouches-là sur les mangues exportées. Le président de la République a débloqué un montant de près de 1,7 milliard l'année passée pour traiter tout le verger ivoirien. Et ce qui nous a permis de réduire nos interceptions, c'est-à-dire les quantités, les fréquences de mangue d'envoi infectés de 62 à moins de 10. Deuxièmement, élément, que la filière qui est organisée cotise au FIRCA pour permettre d'avoir suffisamment de financement pour traiter chaque année notre verger. Troisièmement, le ministre donc a saisi la Banque mondiale et l'Union européenne pour mettre un programme structurel pour lutter contre la mouche de fruits. Toutes ces actions vont consolider la position de la Côte d'Ivoire. Premier pays africain exportateur de mangue fraîche sur le marché européen, 3e exportateur mondial. Son ambition, s'affirmer sur le marché de la mangue séchée. La demande est estimée à 700 tonnes en Afrique de l'Ouest et plus de 5000 tonnes dans le monde selon le FIRCA. Il est aussi envisagé par le ministère de l'Agriculture la transformation d'autres fruits et produits agricoles pour une forte valeur ajoutée. Seulement 20% de la production nationale agricole sont transformés. La politique nationale au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est de produire et de transformer maintenant le maximum de nos produits sur place en Côte d'Ivoire, créer de la richesse et réduire la pauvreté. Et cela s'est fait
pour les produits d'exportation et les produits vivriers. L'objectif du gouvernement est d'aider à l'augmentation des revenus des producteurs et permettre à la Côte d'Ivoire de tirer le maximum de profit des produits agricoles. Voilà, c'était un dossier signé Francis Boifo. L'Association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire vient de tenir un point presse. Sujet abordé, un concours de beauté qui vise à faire la promotion des dames de taille modeste. Celles-ci ont malgré tout des atouts à mettre en valeur selon les organisateurs. Un sujet d'Éric Goret. Le nanisme est un ralentissement de la croissance biologique d'un être vivant. Dans le monde, des milliers de personnes sont victimes de cette pathologie. Elles sont appelées personnes de petite taille. Leur taille maximum est de 1,40 m. Outre ce handicap, ces personnes possèdent toutes les capacités physiques et intellectuelles pour participer au développement d'un pays. Elles sont belles, elles sont marginalisées, elles sont cachées par les parents et c'est une occasion pour faire sortir ces belles dames, même si elles sont de petite taille, pour montrer à l'opinion internationale, même nationale, pour dire qu'elles existent. Elles sont là et elles méritent aussi la considération. Des associations des personnes de petite taille existent dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, l'Association des personnes de petite taille a été créée en février 2014. Elle a pour but de réunir ces personnes et de permettre leur insertion dans le tissu socio-économique en valorisant leur image. C'est l'objectif du concours Miss de petite taille. Montrer que la femme de petite taille a autant d'atouts que les autres femmes. Notons que Kangoute Djenebou, présidente de l'Association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire, a été élue première dauphine lors du concours Miss CEDEAO de petite taille au Mali en 2010. Elle représentait la Côte d'Ivoire à ce concours de beauté international. Également dans l'actualité ce samedi, un puissant réseau international de trafic de drogue entre la Côte d'Ivoire et le Ghana vient d'être démantelé, avancé à mettre à l'actif de la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Un présumé membre de ce réseau a été interpellé avec en sa possession 100 kg de cannabis destiné au marché ivoirien. Il devrait être bientôt déféré devant le parquet, nous dit Abou Sanogo. Un réseau international de trafic de drogue entre la Côte d'Ivoire et le Ghana démantelé. 50 bouches de cannabis, soit 100 kg, saisis à Noé dans la nuit de jeudi à vendredi par les hommes de la brigade spéciale de la police des stupéfiants et des drogues. Le présumé maillon important de ce trafic a été interpellé après plusieurs investigations. Il s'adonnerait à ce métier depuis plus de 2 années. Ces 50 bouches de cannabis d'une valeur de 1 million de francs CFA devraient être écoulées sur le marché ivoirien. Il y a les 2 frères, moi je connais propre, ils sont venus chez moi. Que non, il y a les Mogos qui cherchent Kali. C'est ça, il dit, oh, si c'est ça, moi je peux trouver aussi pour eux ici. L'homme ne sait pas que c'est comme ça a devenu, mon vieux. Moi, je suis un jeune. Pardon, mon vieux. Et demander pardon, grand pardon même. L'opération a été rendue possible grâce à l'exploitation de renseignements qui a permis aux enquêteurs de la brigade spéciale de la police des stupéfiants et des drogues de mettre le grappin sur l'un des membres de ce réseau. Il nous a donné des informations sur le Ghana et puis en Côte d'Ivoire. Les enquêtes vont permettre d'interpeller ces derniers-là. Nous avons déjà saisi Interpol qui va se charger du côté ghanéen et puis nous-mêmes nous chargerons du côté ivoirien. C'est pourquoi je lance un appel à la population pour qu'il y ait un collaboratoire franche avec la direction de la police des stupéfiants et des drogues. L'individu sera remis entre les mains de la justice pour répondre de ses actes. En politique, hier à Grand-Bassam, les femmes du RHDP étaient en séminaire de formation. Il concerne les formatrices du Rassemblement des femmes oufouettistes pour la démocratie et la paix sur la cohésion sociale. Thème abordé, comment aller à la cohésion pour un RHDP fort. Lors de ce séminaire, le bureau du RHDP a été investi. Hamza Diaby. Je vous investis ce jour, le président Henri Konan Bédié et tous les présidents du RHDP vous mettent en mission au fin d'apporter la cohésion sociale et d'être le socle
du parti unifié à venir. Voilà investi le tout nouveau bureau du Rassemblement des femmes aux fouettistes pour la démocratie et la paix. C'était lors du séminaire de formation des femmes du RHDP sur la cohésion sociale. Un séminaire dont l'objectif est de renforcer la cohésion au sein des femmes aux fouettistes pour une implantation dynamique et forte du parti unifié sur le terrain. Nous les femmes du RHDP qui souhaitons une paix durable pour la Côte d'Ivoire, nous sommes ici à Grand Bassam pour nous former et nous donner les moyens nécessaires pour aller restituer ces informations sur l'ensemble du territoire, car nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous voulons le faire dans la paix et dans la joie. Nous devons engager les femmes du RHDP à accéder à une cohérence d'idées et de points de vue qui les mènera à la cohésion. Cette cohésion étant la force qui unit les partis d'un tout. Les fondements de la cohésion du RHDP, les caractéristiques de la cohésion sociale et la cohésion sociale, facteur de performance, ce sont là les thèmes développés lors de cette formation pour qu'au final, les participantes aient une bonne connaissance du concept de cohésion de groupe et des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. À l'étranger, la République démocratique du Congo, la justice congolaise veut entendre Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle, est convoqué lundi par le parquet général de Lubumbashi. Le mandat de comparution pour après-demain a été officiellement reçu ce matin par les avocats de Moïse Katumbi après plusieurs heures de confusion autour d'une première convocation pour aujourd'hui. 72 heures après l'officialisation de sa candidature à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi fait l'objet de poursuites judiciaires. Ce samedi, l'ex-gouverneur du Katanga a reçu une convocation l'appelant à comparaître devant le parquet général de Lubumbashi. Depuis vendredi, les réseaux sociaux annonçaient un premier mandat de comparution dans lequel le parquet convoquait Moïse Katumbi à 10 h ce samedi pour être entendu sur les faits à lui imputer. Convocation à laquelle l'homme d'affaires n'aurait pas répondu. Katumbi de son côté affirme n'avoir reçu aucune note l'appelant en justice. Il a donc décidé d'envoyer ce samedi ses avocats vérifier l'existence du dit mandat. Plus aucune confusion, les envoyés ont reçu un document intitulé « Deuxième mandat de comparution ». Celui-ci ne précise pas le motif de la convocation. Toujours est-il que l'homme est accusé d'avoir recruté des mercenaires américains pour déstabiliser le pouvoir Kabila. Depuis mercredi 4 mai, une enquête est ouverte pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. En image, 5 personnes ont été tuées ce vendredi et 11 autres blessées par des tirs d'obus sur un rassemblement à Benghazi, dans l'est de la Libye, selon une source médicale. Des tirs d'obus sur un rassemblement au centre-ville de Benghazi ont fait 5 morts et 11 blessés. Déclaration faite par un médecin de l'hôpital Al-Jallah. En sport, le milieu de terrain camerounais Patrick Ekeng a été frappé d'une crise cardiaque fatale hier sur le terrain du stade du Dynamo Bucarest lors d'un match du championnat de Roumanie. Il s'est écroulé soudainement 7 minutes après son entrée sur la pelouse. Le milieu de terrain, âgé de 26 ans, a immédiatement été transporté à l'hôpital Vitorul Constanța. Malheureusement, il a perdu la vie ensuite. Patrick Ekeng, milieu camerounais âgé de 26 ans, est décédé le vendredi soir des suites d'un malaise cardiaque survenu quelques instants après son entrée en jeu avec le Dynamo Bucarest dans un match de championnat de Roumanie. Il était entré en jeu contre Vitorul Constanța depuis 7 minutes lorsqu'il s'est écroulé sans aucun contact avec un autre joueur. Transporté aux urgences, le personnel soignant a tenté pendant 1h30 de le ranimer en vain. Vraiment un décès comme ça fait mal. Ça nous rappelle la mort de Vivian Fauré, qui était mort en plein stade. Il avait joué au Cameroun, je pense qu'il avait joué avec le Canon de Yaoundé. Et le savoir ou bien le voir coucher comme ça sur l'aire de jeu, pour nous les Camerounais, c'est vraiment très triste. Ça fait mal, surtout que des jeunes qui décèdent à la fleur de l'âge alors qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire dans le domaine sportif, ça fait sincèrement mal. C'est triste. C'est triste. Je peux me mettre à la place de la famille parce que actuellement, c'est tout le Cameroun, tous les footballeurs camerounais qui sont en deuil.
Le jeune milieu de terrain camerounais est arrivé au Dynamo Bucarest après quelques saisons passées en France, notamment à Aix-Rodez et Le Mans. Sa mort a rappelé au monde du football les décès similaires des internationaux Marc-Vivien Fouy du Cameroun, du défenseur belge de Lokeren Grégory Mertens et de l'italien Mario Morochini sur l'aire de jeu. Il laisse derrière lui sa compagne ivoirienne inconsolable et une fillette. Par ailleurs, la Fédération roumaine de football a annoncé le report de tous les matchs du week-end et de la finale de la Coupe de Roumanie que devait disputer le Dynamo Bucarest contre le CFR Cluj le 10 mai. Elle a été reportée au 17 mai. Culture ce soir, je vous propose d'abord de découvrir le patrimoine culturel de la communauté à Boré, population du sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle commémore le 25e anniversaire du règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou sur le trône du royaume de Mosso à Grand Bassam. L'événement est marqué par des festivités depuis le début de la semaine. Il a accueilli aujourd'hui Guillaume Soro, le récit de Michel Digré. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, recevant ses apparats pour la célébration des 25 ans de règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, roi de Mossou. Les festivités peuvent alors commencer. Un jubilé d'argent creusait de la rencontre culturelle entre différents peuples vivant en Côte d'Ivoire. Ce tambour venu du pays avant, il n'apparaît pas à coup d'yeux. On est au 25e règne aujourd'hui et j'ai fait toutes les années de règne avec le roi. C'est tellement émouvant, émouvant. Je trouve que c'est merveilleux. Nous sommes là parce que c'est une fête culturelle. Le roi nous a invités. Il était bon que toute la communauté malinké, qui est là depuis des décennies, vienne appuyer ceux qui ont installé nos grands-parents à Bassam. Ça nous permet de vivre ensemble parce que de toutes les façons, nous sommes condamnés à vivre ensemble à cause du brassage culturel. Parlant au nom du président de l'Assemblée nationale, le député Aka Awele, fils de la région, donne les secrets de la longévité sur le trône du royaume de Mossou de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou. Dès son intronisation, Nana Kanga Assoumou va s'évertuer à rassembler son peuple, à colmater les brèches et fissures issues de la disparition brutale et prématurée de son prédécesseur. Il fera montre de diplomatie, de conciliation et de leadership pour permettre au peuple abouré de s'affirmer. Les festivités de ce 25e anniversaire du roi de Mossou prennent fin ce dimanche. Autre événement de haute portée culturelle, la fête des ignames en pays à Caen. L'activité est riche en symboles, notamment le tam-tam parleur. C'est quoi d'ailleurs le tam-tam parleur? La réponse dans ce reportage de Victorien Angois. La cérémonie de réjouissance du vendredi saint a lieu parce qu'il y a eu la journée de reconnaissance à tous les chefs qui se sont succédés. L'annonce de la fête avait été faite verbalement. Ce jeudi, en début de soirée, il est question d'invoquer les mânes des ancêtres et informer officiellement les populations de la tenue effective de la fête. Il y a le royaume d'abord qui est à Bongrou, mais en passant par Yakassé dans le top. Et après, de suite, Niablé est le plus jeune canton de l'Indénié. Nous célébrons en dernier ou avant-dernier lieu la fête des ignames. Et une fois que la date est fixée par la notabilité et la cour orale de Niablé, et comme les adorateurs sont là, c'est à eux de bien expliquer à Nana que tout a été positif. Et une fois que l'accord est donné à Nana, et lui il annonce à la population maintenant, qui est le jour d'avant-hier, pour dire bon d'accord, les féticheuses aussi n'ont qu'à faire la purification et de danser pour voir s'il n'y a pas un malheur qui peut arriver en ces temps. Donc après la célébration des féticheuses, on nous donne le OK pour dire bon Nana, tout a été fait, que tout est positif, on peut célébrer la fête. Une mission dévolue au tam-tam parleur à travers 7 grands rythmes. Le chiffre 7 est très représentatif en pays Agni. Le chiffre 7 est un chiffre de Dieu, donc chez nous tout est 7. Le septennat, les 7 jours et les 7 rites. Ça prouve que nous sommes des hommes de Dieu. Nous adorons Dieu comme tout autre homme. Donc par rapport à ça et par rapport à l'accord de Dieu, Dieu est au-dessus de tout. Et comme Dieu a donné le feu vert hier, donc aujourd'hui vendredi,
nous allons célébrer la fête des Ignames sans une aucune crainte. Et puis avec le pouvoir de nos mânes, avec le pouvoir de nos adorateurs, Nana est tellement protégé qu'il est prêt à célébrer cette fête des Ignames. Prennent part à cette rencontre tous les chefs qui sont du canton et les chefs de famille. La population n'est pas invitée, excepté la grande cour royale. C'est la première cérémonie publique en dehors de ce qu'on ne voit pas. Ce soir, il s'agit d'écouter les messages au son du tam-tam parleur, exécuté par des enfants de la cour, tous élèves et étudiants. La parole, c'est la parole. La bonne parole est pure. Le tam-tam a parlé. À qui la parole maintenant? C'est à Adou Bédiakon, le porte-canne de Nana Kwaku, le patient 3, qui donnera le programme de vendredi. La page culture ce soir s'intéresse aussi à l'une des spécificités culturelles de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les ponts de liane, des ouvrages routiers traditionnels qui restent remplis de mystères. Récemment, le plus long de ces ponts de liane a été inauguré dans un village du département de Zouaounien. Inauguration initiée par l'ONG Écotourisme qui entend également, évidemment, donner une valeur touristique à cet ouvrage. Plus de détails avec Mahama Traoré et Arman Niamien. Le pont de Liane, une richesse culturelle et touristique de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut se rendre à Vatouo, village du département des Zouaouniens, pour rencontrer le plus imposant des ponts de Liane de la région du Tonkbi. Long de 100 mètres, le pont de Liane de Vatouo se trouve à 50 mètres au-dessus du fleuve Kavali. Selon le peuple Yakuba, cet ouvrage traditionnel a été réalisé en une seule nuit. Tenez-vous bien, par un génie appelé araignée. Le pont de Liane de Vatouo a aussi des interdits. Les passants ne doivent pas porter des chaussures ou encore marcher du chewing-gum. Autant de particularités qui fascinent les touristes. Il y a de l'émotion, il y a un gros travail derrière. Mais c'est vrai que c'est quand même la première fois que je traverse un pont de liane. Et c'est un sentiment assez drôle. On a l'eau sous les pieds, mais en même temps on est rassuré parce qu'on voit bien que le pont est très bien fait et qu'il ne va pas tomber, il ne va pas casser. Et moi, je n'ai pas peur du tout. Très heureux de découvrir le pont de liane. Et très heureux d'être parmi les premiers à le traverser. Inauguré récemment, le pont de Liane de Vatouo va être promu auprès des touristes étrangers grâce à l'ONG Écotourisme, une ONG qui milite également pour la réhabilitation de tous les autres ponts de Liane et autres sites touristiques de la région du Tonkbi. Ce, afin que cette région reprenne sa place de première destination touristique de la Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle surtout cinéma avec un long métrage. Le titre Sans regret, je vous l'annonçais en début. C'est un film réalisé par Jacques Trabi et nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'acteur principal du film, Michel Boïri. Michel, bonsoir. Bonsoir Ali. Après Bousier, Bol d'amour et L'amour en bonus, Jacques Trabi revient avec ce long métrage, ce nouveau film intitulé Sans regret. Sans regret relate votre histoire, celle d'un ouvrier qui vit presque au comble de la misère, qui perdra ce qu'il aime et sera emmené malgré lui à basculer, n'est-ce pas, dans une clandestinité sans détour. Avant notre entretien, suivons ensemble ce commentaire d'Astou Touré et Sita Soro. Après 2 courts-métrages et un téléfilm, Jacques Trabi revient cette fois avec un long-métrage intitulé Sans regret. Sans regret dépeint une société africaine où misère et pauvreté s'entremêlent et ne font qu'accroître le banditisme aussi bien chez les populations démunies que chez celles dites de milieux aisés. Bonsoir, papa. Bonsoir. Tu as vu l'heure? D'où viens-tu? Je suis resté à l'entraînement. J'ai réussi l'écrit du concours. Quoi? Et tu ne m'as rien dit? Mais, j'ai dit, à quoi je sers dans cette maison? Préparer et faire des enfants? Ça fait la 3e fois que je réussis l'écrit. À chaque fois, vous n'avez pas d'argent. Je ne sais pas si vous le comprenez. Si vous voulez que je sois policier, mettez la main à la poche. Gaston, le personnage principal du film, incarne le père de famille honnête, obstinément confronté au désespoir de la misère. Il perd ce qu'il aime et est amené malgré lui à basculer dans une clandestinité sans retour. Je m'adresse un peu à tous nos parents qui sont obligés de faire des sacrifices de leurs personnes, de leurs ambitions pour la réussite des siens. C'est en général la notion de sacrifice et aussi dire qu'il y a des choses que nous faisons dans la vie que nous n'avons
pas eu envie de faire auparavant. C'est-à-dire on est contraint de fois de prendre des décisions, de faire des actions qui, à contre-cœur, on le fait, mais parce que ça doit sauver certaines personnes. Entre drame et action, Sans regret reste un film d'action au style simple, sans long discours sur la dure réalité des villes africaines. Enfin, la suite choisit de se dévoiler aux téléspectateurs au gré de l'histoire. Pour Jacques Trabi, scénariste et réalisateur de ce film, Sans regret serait une sorte d'interrogation entre le bien et le mal, les deux faces de la même médaille. Michel Boéry, Sans regret, c'est quand même un titre assez curieux pour un long métrage. Oui, mais c'est une autre façon de dire j'assume mes choix. Voilà, pour comprendre cette boutade que le réalisateur a bien voulu mettre dans la bouche de son acteur, il faut découvrir la vie du personnage et chercher à comprendre les choix qu'il a opérés. Avec des choix assez mitigés. Oui, mais c'est des choix qu'il a librement opérés. C'est une option et bon, voilà, il ne s'est pas posé de questions et il ne le regrette pas non plus. Et il ne regrette pas aussi les mauvaises actions qu'il a pu poser. Oui, mais c'est à cela qu'on peut se demander, c'est quoi en fait la vraie morale? Est-ce le respect des lois ou alors est-ce la priorité qu'on accorde, qu'on s'accorde à sauver, à protéger les siens? C'est quoi la limite de la morale? Et c'est quoi pour vous cette limite-là? Ben justement, le personnage de Boti, c'est ce qu'on appelle les morts vivants, parce que là, il a opéré des choix qui vont à l'encontre de ses principes. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le respect des lois, dans le respect de son environnement. Il a des principes louables et brusquement, il est projeté comme si on l'avait poussé dans le dos, il est projeté dans l'abîme même de la déchéance totale. Et là, il ne se retrouve plus, il cherche à disparaître. Mais bon, on ne sait pas comment il va procéder. Est-ce facile de jouer un tel rôle de quelqu'un qui respecte toutes les lois de la nature, toutes les lois qui régissent notre environnement et subitement qui bascule? Oui, mais ça, de toute façon, dans la société, c'est le même combat que nous menons. Il y a quelqu'un qui disait la femme la plus fidèle, c'est celle qu'on n'a jamais surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens font beaucoup de péchés, mais paradoxalement, par honneur. Vous voyez, lui, par honneur, il est devenu un malfaiteur. Parce qu'il il ne supportait plus le regard des siens, parce qu'il se sentait incapable. Et il avait mal pour eux. Il fallait qu'il arrive à préserver non seulement la quiétude de sa famille, mais à garantir un avenir à ses enfants. Il n'en avait pas les moyens matériellement, il n'est qu'un manœuvre. Et c'est comme si le destin lui sautait à la gorge et il voulait s'en défaire. Il a peut-être fait un choix brutal, cruel, douloureux, un choix qu'il ne partage pas forcément, mais un choix qu'il a dû faire. Et un choix qu'il assume, vous l'avez dit. Et qu'il assume. S'il s'était retrouvé devant les mêmes circonstances, il n'aurait jamais hésité, ça, j'en suis sûr. S'il avait le choix, par exemple, du bien, il se serait orienté forcément vers ce que... Mais voilà, justement, c'est pourquoi je demandais le bien, en fait. Ici, dans le cas du personnage Boti Gaston, le bien, est-ce servir les siens? Est-ce rester loyal et propre aux yeux des autres? C'est cela, rester propre, rester bien aux yeux des autres, n'est-ce pas aussi bien s'occuper des siens? Bon, en fait, c'est cette problématique qu'il faut... C'est une réflexion profonde à laquelle vous invitez l'ensemble de ceux qui vont voir ce film. Alors, Michel Boéry, bientôt nous serons au terme de cet entretien. Est-ce que les capacités de production, de façon générale, pour vous qui tournez beaucoup de films, est-ce que les capacités de production s'améliorent ici en Côte d'Ivoire, le tournage de films? Il faut reconnaître qu'il y a davantage de propositions en termes de production de films. Bon, est-ce que les capacités s'améliorent? Chaque production a ses réalités, ses secrets. On constate seulement qu'il nous est servi une diversité de production et il faut le saluer. Maintenant, il faut qu'on pose la question sur la place publique pour voir ce qui a marché et ce qui ne va toujours pas.
Vous, en tant qu'acteur principal de ce long métrage, est-ce que vous êtes satisfait du résultat de ce film, un film qui est déjà sorti? Le premier retour, c'est quoi? Oui, le tout premier retour, le film vient de sortir, comme vous l'avez souligné. Déjà, il a remporté le coup de cœur à un festival de films à Marrakech. Il a remporté le prix spécial du jury à notre festival, mais à Luxor en Égypte. C'est déjà encourageant, ça veut dire que le retour est bon. Ici à Abidjan, on attend encore, on vient juste de sortir en salle et on attend la réaction du public. Merci à vous, Michel Boeri, un visage qu'on a eu beaucoup de plaisir à suivre dans plein de téléfilms, notamment Ma Famille, qui a eu un grand succès ici en Afrique et en Europe même. Également Article 15 bis, Le choix de Marianne, Mon père a pris ma femme. Autant de productions dans lesquelles vous avez joué de façon assez brillante. Merci à vous, Michel Boeri, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et c'est avec cette page culture que nous refermons la porte de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur RTI1.